Quelle est la pertinence de l'autosabotage? Eh bien, même si on a des espaces de nous qui aimeraient qu'on arrive à faire ce qu'on se dit qu'on va faire, ou nos projets, ou que les choses se réalisent, ou aller au bout de quelque chose, si ça ne se fait pas, ça veut dire qu'il y a des parts qui estiment que c'est dangereux, ou que c'est une beaucoup meilleure idée de ne pas le faire que de le faire. Mais si on arrive à être dans cet espace un petit peu au moins de souveraineté intérieure, du centre, qui se dit ok, avec la curiosité, genre, tiens, comment ça se fait? Pourquoi c'est important pour toi que je ne fasse pas ça? Et là, juste on attend de voir qu'est-ce que ça répond. Je me permets de poser une question qui va encore sur ce sujet-là parce que vraiment, au dernier moment, je me suis dit j'ai envie de parler de ça et d'aborder ce sujet-là un petit peu sur la longueur. On va pas faire que ça évidemment, mais je me demandais si est-ce que les personnes en fait hautement sensibles ont un rapport à la culpabilité particulier avec les éléments qui sont les tiens, avec l'expérience qui est la tienne, qu'elle soit personnelle ou des gens que tu accueilles et des livres que tu as écrits, des recherches, etc. Mhm. Alors, c'est pas un sujet que j'ai vu qui soit vraiment beaucoup abordé dans les recherches que j'ai faites. Euh, j'ai envie de dire que oui, que c'est une thématique extrêmement récurrente et présente, mais encore une fois, pour revenir à mon parcours, j'ai pas forcément envie de te répondre en lien avec l'hypersensibilité. Je te dirais plus en lien avec l'hypersensibilité souffrante. Tu Ok. vois, qui est pas la sensibilité où je m'émerveille, nanani, je sens je vois le coucher du soleil et je sens une gratitude profonde. Ça, si on le met de côté et on reste que sur les endroits où, voilà, où les gens viennent te voir toi ou moi pour dire, voilà, j'en ai marre d'être hypersensible, c'est trop douloureux. Pour moi, cette hypersensibilité, je la perçois ou je la sens, et ça c'est voilà comme mon postulat très personnel, comme un symptôme de traumatisme en fait, comme la résultante de un ou plusieurs, souvent c'est plusieurs en fait, plusieurs charges qui se sont cumulées tout au long de notre histoire et qui n'ont pas pu être digérées. Et ces charges se vivent au présent sous la forme de symptômes divers et variés, comme peut l'être une hyperémotivité, ou au contraire être coupé de ses émotions, ou être, voilà, tout ce qu'on peut entendre en lien avec l'hypersensibilité dans les côtés souffrants. Et donc, quand on a vécu des traumatismes, et quand je dis traumatisme, ça implique aussi bien des événements ponctuels qui sont trop submergents, comme par exemple voilà, mon père bat ma mère, où il y a un viol, où il y a un attentat. Donc typiquement, ou un accident de voiture, on identifie ça très clairement, en général, comme une situation potentiellement traumatisante. Mais ce qui est encore plus commun et qui touche, à mon sens, la totalité de la population, ce sont les traumatismes qu'ils appellent de développement, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, ou au contraire que nous n'avons pas reçu au moment où nous étions tout bébés, tout petits, et dont on aurait eu besoin pour nous construire et nous sentir en sécurité et être, voilà, nous sentir aimés et appartenir à ce monde, etc. Et donc, tous ces traumatismes de développement et tous ces traumatismes voilà, événementiels génèrent une série de symptômes chez les personnes, et la culpabilité en fait vraiment largement partie, parce qu'il y a souvent une sensation qu'on a fait des choses mal. Et voilà, que ce soit un mélange, parce que parfois les gens ont du mal à discerner et sentir si c'est de la honte ou de la culpabilité, mais il y a souvent des deux. Il y a de la honte et de la culpabilité. Ok, merci pour cet apport. J'ai une pensée pour Hélène Vecchiali qu'on a reçue dans un entretien précédent et qui parlait du traumatisme du non-advenu. Et ça rejoint l'idée que tu développes là. Je sais que justement ça fait partie vraiment
la, la spécificité de ton approche, c'est-à-dire que les deux branches finalement ce serait l'hypersensibilité si j'ai bien compris, et puis l'accueil des traumatismes et la découverte de ce qui se cache derrière d'une certaine façon. Alors j'ai pas les mots exacts que tu utilises, mais c'est ce que j'en ai compris. Et bah, je trouve que c'est deux jambes. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais c'est deux jambes magnifiques pour marcher, et que du coup les gens qui viennent te voir ont bien de la chance. Donc c'est chouette. Oui, c'est chouette, merci. Mm. J'avais écrit un truc que je te lis quand même, je sais pas si ça va apporter quelque chose, parce qu'à des moments comme ça, il y a des pâtés qui viennent plutôt que des questions, vraiment. Alors du coup, je J'arrive. laisse le livre court. En gros, je me disais, on culpabilise par rapport à ce qu'il aurait fallu dire, faire, ou encore pire, par rapport à qui il aurait fallu être. Est-ce que quand on culpabilise, on est en train de faire un demi-constat? Je n'ai pas été la meilleure version de moi-même, mais comme je culpabilise de ça, comme je me fais du mal en le constatant, alors, finalement, je suis quelqu'un de bien. Mm. Ah, je pourrais dire un grand oui. Ça me parle beaucoup, ce que tu nommes. Euh, absolument. Faudrait, oui, en fait, pour moi, ce pâté est très en harmonie avec ce que je sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui dit, c'est un peu l'autre côté de ce que je disais au début de ce sujet de la culpabilité, c'est je souffre tellement que, voilà, j'ai donné mon quota de souffrance, mais on peut le voir de l'autre côté, c'est je souffre tellement que du coup, je suis une bonne personne. Hmm. C'est un peu l'autre revers de la Ouais. médaille. Euh, pour moi, à quoi ça me raccroche, c'est à une dimension assez importante, à mon sens, en lien, du moins, avec la situation que tu viens de décrire. C'est-à-dire que il s'est passé une situation et c'est après coup, a fortiori, je revisite la situation et je me dis j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû être cette femme-là ou cette personne-là qui aurait dû faire ou dire ceci ou cela. Mais je ne l'ai pas été. Et pour moi, c'est un endroit très particulier parce que pour moi, qu'est-ce qui s'est passé au moment où je n'ai pas dit ou je n'ai pas fait ceci ou cela? Bien régulièrement, pour pas dire tout le temps, mais j'aime pas les dire de manière absolue, donc on va dire bien régulièrement. Quand on se retrouve dans une situation où on ne répond pas comme on l'aurait aimé, il y a des grandes chances que ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il y a du figement. C'est-à-dire que je vis une situation qui est intense, qui indique à mon système nerveux, il y a du danger, il y a quelque chose qui est pas sécure, voilà, quelque chose va mal se passer. Et donc, tous mes sens sont aux aguets et la réponse qui se met en place, c'est du figement. Ou alors, la réponse qui se met en place, selon les différents types, parce qu'en fonction de comment on est constitué, on peut avoir deux autres grandes réponses qui sont les réponses reptiliennes, c'est-à-dire qu'on peut devenir attaquant, et donc du coup, on peut s'en vouloir et se sentir coupable parce qu'on a répondu un peu trop fort, qu'on a crié sur l'autre, qu'on s'est défendu un peu trop, qu'on a dit ce qu'on voulait pas. Ou au contraire, on peut fuir, on peut claquer la porte et dire je m'en vais. Ou alors on fuit dans sa tête et on pense à autre chose, alors pendant que l'autre parle, bref, ou pendant la situation, quoi. Juste, on voit quelqu'un qui se fait renverser dans la rue et on se taille. Et après coup, on réfléchit à la situation et on se dit waouh, j'aurais pas dû faire ça, je suis une mauvaise personne. J'aurais dû faire ceci ou cela, et on commence à vivre de la culpabilité. Et pour moi, souvent, on vit de la culpabilité aussi parce qu'on est dans l'ignorance de ce qui s'est joué pour nous au moment où on a vécu ce moment extrêmement intense, ou ce moment qui nous a fait réagir comme on n'a pas aimé qu'on réagisse. Ça, c'est dans les situations intenses. Et pour moi, c'est très important de comprendre que la réaction qu'on a pu avoir, c'est une réaction instinctive en fait. C'est l'instinct qui a répondu en fonction de notre histoire personnelle et aussi notre histoire collective. Donc, quand on amène un petit peu de lumière à ça et qu'on peut amener un peu de douceur à, ok, j'ai peut-être, il m'a dit des choses horribles et moi je suis juste restée là figée, j'ai rien dit. Et je me suis décomposée et puis quand il m'a demandé, je comprenais même plus ce qu'il me disait. J'avais l'impression que j'étais dans un aquarium et je comprenais même plus ce qu'il me disait. Et du coup, j'aurais dû lui dire ça, 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 ça.
Et on culpabilise parce qu'on se dit après coup, ah, j'aurais dû dire ça, 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 ça. Mais quand on a le ça qui apparaît, ça veut dire que notre système nerveux, il s'est reconnecté et qu'il a de nouveau accès au cortex préfrontal, il y a ses capacités de réflexion, mais qu'au moment où ça a eu lieu, ben, c'était pas disponible. Et donc, Ouais. pour moi, ça, c'est comme un twist, en fait, à avoir, de se dire, OK, c'est pas pour dire, il faut pas, pauvre de moi, parce que j'ai réagi comme ça, du coup, je n'ai aucune responsabilité. Non, c'est, je n'ai pas répondu. Effectivement, mon système nerveux, il a réagi comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? En fait, pour moi, la question à chaque fois, c'est, et maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Ça, c'est comme dans des situations où on est comme pris par surprise et que notre système nerveux se sent en danger. Après, il y a d'autres situations où, par exemple, avec notre compagne, notre compagnon, nos enfants, le chef, etc., où c'est plus du connu et qu'on réagit d'une manière où on peut se dire après coup, ah, c'était plus fort que moi, j'ai refait le même truc que d'habitude. Et là, même si il y a toujours notre système nerveux qui est en jeu et qui réagit, ben là, c'est important de regarder aussi qu'on a des parts de nous qui prennent le contrôle. Et c'est des parts de nous sur lesquelles souvent on n'a pas mis de la lumière et qui sont dans l'ombre et qui prennent les commandes. Et un peu comme tu me disais, ça fait quoi d'être souveraine, là, impératrice dans ton royaume, là? Ben, souvent, quand on réagit de manière dont on n'aime pas après coup avoir réagi, c'est parce qu'on est en train de répéter du passé et qu'on n'a pas du tout été souverain dans son royaume, on s'est juste laissé happer par une part qui a pris les commandes, et après coup, on regarde la chose et on s'en veut en se disant j'aurais dû faire ci, je ne suis pas cette personne-là, etc. Parce qu'on n'est pas, on est peut-être plus au contact de la part qui s'est dit là il faut réagir comme ça parce que dans mon histoire, si je réagissais pas en hurlant plus fort ou en fermant ma gueule parce que sinon c'était trop dangereux, si je ne faisais pas ça, eh bien, il aurait eu un danger, en fait. Donc, pour moi, la culpabilité vient souvent de se raconter l'histoire, et là, on revient à l'histoire peut-être du complexe de supériorité, se raconter l'histoire qu'on est tout puissant et qu'on aurait pu faire mieux. Alors que, bah, Ouais, bah c'est super ce que tu apportes là. Il y a énormément d'éléments, ça me touche d'autant plus que là, il y a plein de trucs dont tu as fait mention pour donner des exemples qui sont typiquement des trucs qui me sont arrivés à titre personnel. Et je vois bien que justement dans des situations qui sont particulières, donc bah, notamment quelqu'un qui va hausser la voix, mais l'apparition d'un conflit à l'extérieur de moi ou alors qui m'est adressé, mais où je sais pas d'où ça sort, je vais me retrouver complètement figé, sans capacité de bouger. Vraiment, mon corps, il est tétanisé sur place. Et je vois bien que ça fait appel à une part de moi qui a, je sais pas moi, 2 ans, 6 mois, 3 ans, j'en sais rien. Mais il y a vraiment un truc automatique qui fait que je sais pas donner d'autres réponses encore. Ce qu'il y a, c'est que donc du coup, aujourd'hui, ce que je peux amener en plus, c'est de la douceur sur le fait que c'est ok que pour l'instant, ce soit pas autre chose. Alors que dans ce que tu amènes là, justement, tu parlais de toute puissance en fin de réponse, et je pense qu'il y a dans la culpabilité une gestion frustrée de l'impuissance aussi, quelque part. absolument. Mm. Rien à rajouter. C'est vraiment, Ok. je suis vraiment d'accord avec toi. Mhm. Ok, ben c'est chouette, d'autant plus que, alors je sais pas, je te l'ai pas dit, mais à titre personnel, quand j'accompagne les gens, j'ai été formé à la maïeusthésie et ça fait partie de la façon dont j'accueille les gens en séance. Et il se trouve que dans les deux approches, que ce soit l'IFS ou la maïeusthésie, il y a ce côté un peu schizophrène de se considérer et de se parler à différentes parties de soi, différents êtres de soi, à des âges différents, de faire communiquer bah voilà, je sais pas, 2, 3, 4 Mathieu différents avec celui que je suis aujourd'hui au milieu qui rencontre tout ça et qui s'émerveille et qui savait pas que dans le ressenti, il y avait des choses qui étaient pas du tout présentes à l'intérieur de l'histoire que je m'étais tissée avec ma tête et qui étaient très cohérentes et sur laquelle je peux m'appuyer quand j'ai besoin de raconter un truc et d'être crédible d'une certaine façon. Mais dans le monde du ressenti, il y a vraiment d'autres choses qui ont été, enfin qui sont accessibles à tout moment en fait, en dehors du temps et de l'espace. On peut se regrouper, faire des réunions impromptues de soi à soi avec des parts qui des fois on ne peut pas avoir rencontré. Je sais pas si en IFS on peut aussi aller même dans la grossesse, le processus de grossesse. J'imagine que oui.
rencontrer aussi des personnes qu'on ne connaît pas, à savoir peut-être ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents et tout ça. Et il y a un vrai truc qui se passe au niveau ressenti, qui est, je sais pas pourquoi je t'évoque tout ça, mais je suis parti là-dessus. En fait, en gros, je me dis, il y a pas mal de gens qui vont trouver ça trop perché euh, pour être euh, pour être crédible, pour être sérieux d'une certaine façon. Mhm. Alors que c'est très sérieux ce qui se passe au niveau émotionnel et qui n'est plus en lien avec l'histoire qu'on a tissée avec sa tête, qui est tout aussi valable, mais qui sert à autre chose, j'ai l'impression. Oui. Mhm, mhm. Ah, je suis à 100% d'accord avec toi et je rajouterais euh, qu'il y a la dimension émotionnelle qui est très puissante et à la fois il y a la dimension corporelle aussi. Parce que lorsqu'on vit des traumatismes ou des choses qui sont trop douloureuses pour qu'on puisse les vivre aller au moment où on les a vécues, donc il y a quelque chose qui s'est scindé à l'intérieur de nous, avec tout le bon et aussi voilà toute la spécificité de l'endroit qui prend le choc, mais c'est pour préserver l'ensemble qu'il y a quelque chose qui se met de côté. Et quand ça a lieu, eh bien, euh, comment dire. Waouh, Mathieu, je viens de perdre complètement le fil de la question. C'est de fou. J'ai eu un moment de solitude, genre, comme un petit nuage est passé par là. Eh ben, Je sais même plus de quoi en parler. je Non. pourrais te répéter la question, mais j'ai plutôt envie de te dire, t'es où là, du coup? Mais oui, je suis où? Je sais pas, il y a eu. Non, il faut que je revienne là. Je pense qu'il y a une part de moi qui dit, va pas parler de ça, tu vois, genre trop dangereux et qui amène de la coupure, tu vois, de la sidération. Ok. Ça, c'est super intéressant. Hmm. Bon, Je on garde, c'est des moments de vérité aussi, les moments où on perd le fil. Ouais, 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 c'est OK pour moi. C'est très Hmm. intéressant. Je vis, tu vois, qui est un état un peu entre dissociatif, tu vois, qui fait un peu brouillard dans le cerveau. Mais je le vis avec un espace qui est quand même un petit peu curieux, mais je sens que mon corps revient là. Mais c'est très intéressant. Mais c'est ça, je parlais du corps en fait. C'est trop dingue. Je parlais du corps et de combien le corps était important dans l'accompagnement du traumatisme ou dans la guérison, parce que tout est imprimé aussi dans ce corps. Et donc, tu disais, oui, c'est ça, ces approches ne paraissent pas très sérieuses, parce que j'en sais quoi, ce truc, je discute avec des parts de moi, genre, je suis pas fou, je suis pas schizophrène. Et à la fois, eh bien oui, non seulement c'est opérationnel et qu'il y a des transformations qui se vivent au niveau voilà émotionnel, mais tout ce que je décrivais tout à l'heure en termes voilà quand ça serre dans la gorge, ça opprime dans la poitrine, combien de fois j'ai entendu et moi-même à l'époque je suis allée faire des balades à l'hôpital en croyant que j'avais un infarctus alors que c'était voilà, une sorte de semi-crise d'angoisse ou quelque chose comme ça, juste une part de moi, une charge traumatique qui s'activait et qui était très très forte, et que en faisant un travail voilà, qui embrasse tout ça, y compris avec l'imagerie, voilà, de imaginer qu'on est en contact avec ses parts, mais il se passe des connexions neuronales, il se passe des choses sur plein de niveaux, et ça, c'est pas, voilà, on peut le vérifier toi et moi, et par notre propre expérience et les accompagnements qu'on a pu faire, mais aussi au niveau scientifique, c'est prouvé que l'imagerie, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de l'imagination et de la visualisation, etc., a un effet direct sur le cerveau et sur les charges traumatiques également. Et donc oui, ce sont des outils précieux, mais qui ne paraissent pas très sérieux. Hmm. Bah pour autant, si on peut faire une petite parenthèse, en n'étant pas du tout un spécialiste du sujet, c'est utilisé dans le sport de haut niveau, la visualisation euh, pour donner de la fluidité dans ce qui va se passer en réalité. Donc il y a notamment c'est utilisé de cette façon-là. Alors c'est pas du tout la façon dont on va l'utiliser en accompagnement, mais il y a quand même euh, des gens sérieux, quand on est rationnel, je parle, des gens sérieux qui utilisent ce genre de choses, des choses qui paraissent farfelues, en fait, font partie du haut de ce qui se fait au niveau rationnel. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, actuellement. Mhm. J'aime beaucoup comment tu le décris. Et pour moi, ce qui aide beaucoup, après il y a des gens qui sont vraiment très hermétiques à ces approches, mais pour moi ce qui aide notamment pour les gens qui ont peur
d'être comme schizophrène, tu vois, quand ils commencent à voir que, ah oui, effectivement, il y a une part qui dit ça, une part qui dit ça, c'est quoi ce truc? C'est un peu imaginer le truc tout basique, en fait, que quand tu es devant une brochure pour choisir quel hôtel où tu vas aller, en fait, où tu parcours des sites pour voir dans quel endroit tu vas louer une chambre ou je sais pas quoi, eh bien, t'as plein de tractations qui se passent à l'intérieur et tu vas avoir une petite voix, on peut l'appeler un côté ou une voix ou une part de toi qui va se dire ok j'ai envie de trouver un truc génial où il y aura un jacuzzi et qui vont nous faire le petit déjeuner. Je mets ces critères là dans les filtres et puis je vois que le prix il est quand même le double de ce que j'avais imaginé, donc j'ai une autre petite part qui va me dire oh non ça dépasse ton budget, c'est mal, et donc je vais changer les filtres, et puis il y a une autre qui va dire oh non mais ça c'est trop loin, donc c'est un endroit qui me dit j'ai pas envie de faire trop de route, j'ai envie de prendre soin de moi, et donc là on peut déjà voir que il y a à l'intérieur de nous-mêmes, même si on n'est qu'une seule personne, différents avis. Et donc ces différents avis, on peut se dire, ils viennent de parts différentes. Et elles deviennent d'autant plus flagrantes quand on doit, par exemple, prendre une décision importante dans nos vies et que on sent qu'on n'arrive pas à se décider. Et parfois, on se dit, mais pourtant, la décision devrait être évidente. Et quand j'en parle, tout le monde me dit, mais c'est évident, il faut que tu le quittes, ou il faut que tu choisisses ce métier, ou que tu fasses ça. Et juste à un endroit, ça se paralyse. Et il y a quelque chose qui dit non. Et puis, on ne sait pas trop quoi. Et voilà, quand on sent qu'on n'est pas en aisance dans sa vie et qu'il y a des tractations, où souvent on peut parler de procrastination, de ne pas arriver à mettre en place ces choses, ces projets, etc. Mais ça veut dire qu'il y a souvent du figement parce qu'il y a des gens à l'intérieur, là, des parts, des côtés qui ne sont pas d'accord. Et donc, voilà, pour moi, ça aide un peu de regarder la chose comme ça pour démystifier le truc qui peut être en soi assez déroutant parce qu'il y a des personnes, notamment les gens qui sont hypersensibles, qui peuvent avoir une acuité dans la perception et le ressenti de ces parts quand elles se mettent en état un petit peu modifié de conscience pour rentrer en contact avec, en syntonie ou vraiment dans la fréquence, qui peuvent se dire mais waouh, je vois comme une personne en fait, ou j'ai une sensation physique de dingue là, qui au moment où tu dis ces mots, il y a une sensation physique qui se manifeste et qui est en train de bouger là, c'est quoi qui se passe? Et ça peut être un peu déroutant parce qu'on est en train de rentrer dans des fréquences de choses qu'on ne connaît pas, mais qui se passent malgré nous au cours de la journée et qui vont faire qu'on va tomber malade, mais qu'on ne sait pas pourquoi on tombe malade. Donc voilà, tout ça, ça s'apprivoise, mais c'est vrai que ça peut être déroutant. Hmm. Bah, merci pour ces exemples. Oui, ça ramène dans le concret et dans le quotidien, en fait, des choses qui peuvent paraître extrêmement vaporeuses et un peu trop, peut-être un penchant un petit peu trop ésotérique, ou je sais pas quel mot choisir, mais merci de ramener ça dans le concret parce qu'en ce sur quoi on va mettre une étiquette de crédible et de pas crédible, c'est totalement subjectif en fait finalement. Et même si on se raccroche à un wagon qui est énorme parce qu'il y a la majorité des gens qui accordent sa subjectivité pour dire que ça c'est vrai, ça en fait pas une objectivité pour autant. Bref, je ferme la page. Oui, Euh, je vais peut-être juste rajouter un élément, si je tu veux t'en bien, prie. monsieur, qui me paraît comme essentiel, c'est qu'en soi, la question n'est pas tant de la technique. C'est-à-dire que oui, il y a des techniques qui sont extrêmement puissantes et pertinentes, y compris voilà, dans le travail que tu fais en maïesthésie ou le travail que moi je peux faire. Et comme c'est puissant aussi, pour moi, ce qui est essentiel et qui est vraiment un point de vigilance pour les personnes qui s'intéressent à ces approches-là, c'est quel est le thérapeute ou la thérapeute qui va vous accompagner dans ces espaces-là. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans des syntonies, dans des fréquences où voilà, il faut avoir en face de soi quelqu'un qui a fait son taf, qui a fait son job lui-même, son propre travail, qui est vraiment là, qui est présent, qui tient la route et qui contient et tient l'espace. Parce que c'est vrai que on peut apprendre des techniques, etc., d'accompagnement ou de faire un cours d'hypnose, etc. Mais voilà, ne donnez pas, s'il vous plaît, entre les mains de n'importe qui, votre monde intérieur, parce qu'il faut que la personne en face, elle tienne la route. Voilà, c'est très Ouais. important pour moi de le nommer. Oui, merci de cette précision. Bah, à titre personnel, là, je te parle de la maïesthésie comme si c'était vraiment la technique sur laquelle
je m'appuie pour accompagner les gens et en réalité, je me considère comme un très mauvais élève de la maïeusthésie si jamais on me jugeait à l'aune de ce qu'il faut faire en maïeusthésie. J'ai été vraiment très nourri et même euh, de façon vraiment gourmande par tout ce qui est apporté par cette approche-là. Mais c'est pas pour autant que je l'applique comme une méthode, justement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alliance thérapeutique avec la personne que j'accompagne qui me paraît primer au-delà de tout. Donc ouais, merci de mettre ça en avant. Ça rééquilibre un peu la balance. On avait un peu trop penché du côté des approches. Merci. Euh, Tout à l'heure, je citais l'espèce de poncif du moment. Depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'être la meilleure version d'elles-mêmes et c'est devenu une auto-injonction qui passe par le milieu du développement personnel, mais également le milieu du management, du marketing, de la publicité, de ce qu'on va voir médiatiquement parlant. Et donc, il y a énormément de poids, moi, je trouve, de cette recherche-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler, toi, dans ce que tu en connais, dans ce que tu constates que ça peut occasionner? Oui, merci. C'est une question très importante, me semble-t-il. Euh, hmm. Ouais, je vois qu'il y a comme un voile de tristesse, tu vois, quand je me connecte à cette notion, parce que, hmm, parce que pour moi, la, c'est, c'est je sais pas comment on dit, tricky, un peu piégeux, en fait, entre guillemets, cette histoire, parce que je sens que ça part d'un bon fond, qui est l'endroit de sentir que l'espace où on habite aujourd'hui, euh, ou surtout qu'on n'habite pas, surtout si on reprend toujours ton image du château avec à l'intérieur le centre, et on peut sentir qu'on n'habite pas à l'endroit où on devrait habiter intérieurement. Et je sens que ça part un peu de cette intuition, un peu de l'âme, ou une intuition profonde, qui est l'endroit où je suis, où je ne suis pas, ah, c'est pas exactement mon aspiration. Donc, pour moi, il y a comme quelque chose de bon dans l'histoire, en fait. Là où ça devient un peu tordu, ou pas terrible, c'est que c'est la narrative, c'est l'histoire qui se raconte. C'est qu'il faudrait être ou faire des choses différentes pour atteindre cette espèce de version de soi-même qu'on peut rêver ou qui est dictée par je ne sais quelle culture, soit spirituelle, soit de développement personnel, c'est-à-dire chacun a comme ses avatars de la version idéale de soi-même. Et donc, on peut comme se dire, ah ok, voilà, il y a ça, c'est ça le Graal, et il faut encore plus, en fait, c'est ça la douleur que je vis, se déplacer de l'endroit où on n'est pas pour aller vers encore un autre endroit où je ne suis pas encore, en fait. Et c'est comme ça vient solliciter des parts de nous que je pense beaucoup d'entre nous avons, surtout les personnes qui s'intéressent au développement personnel, à la spiritualité, et même qui veulent avancer dans le management. Ce sont souvent des parts de peut mieux faire. Les parts sois meilleur, perfectionniste, il faut que tu sois à la hauteur, tu n'es pas à la hauteur. Et du coup, c'est par là, avec différentes approches de positivisme ou de je sais pas quoi, ou de boostage de je sais pas qui, ou le jeu de je sais pas encore quoi, et je ne critique absolument rien de tout ça, c'est juste le fondement philosophique sur lequel ça peut s'appuyer. Ça dit, on va changer ce qui est là, t'inquiète pas parce que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Et pour moi, c'est encore ça stretch en plus, ça étire encore plus pour aller loin de là où déjà on n'habite pas. Et donc, pour moi, c'est ça comme l'écueil majeur, c'est que pour moi, il s'agirait de, comme à un moment donné de cette interview, tu nommais, en fait, de ce partage, tu nommais comme l'endroit de se rencontrer soi-même. Bah, pour moi, l'enjeu, c'est de venir au centre du château et voir qui c'est qu'il y a. Et je pense qu'une de nos craintes les plus grandes, c'est qu'il n'y ait personne au centre du château. Que ce soit vide. Tu vois, je le dis, j'ai comme une émotion, tu vois, ça fait genre, wow, c'est vertigineux, qu'est-ce qu'il y a là? Et, et du coup,
suivre cette aspiration de c'est quoi l'appel, c'est qui m'appelle sans que je l'entende et qui demande de vivre un chemin, mais c'est pas le chemin vers la version de moi-même, de je sais pas qui, mais c'est le je ne sais pas quoi de mystère de ce que je suis. Et ça c'est méga flippant, parce que je ne sais pas. Et qu'en plus, je vais devoir me coltiner des gardes. Donc, faut en vouloir, Hmm. quoi. Donc, parfois, c'est un Tu- petit peu plus pratique de se dire, allez, on y va, on booste les parts de nous qui déjà sont au taquet. Mais souvent, ça amène à des burn-out parce que c'est par là, quand elles sont boostées aux stéroïdes allez, on y va, on y va, on y va, ben, elles s'épuisent parce que les pauvres, quand on leur pose la question, elles disent, mais moi, j'en peux plus. Je crois pas qu'il est possible de faire autrement, mais j'en peux plus, je suis épuisée. Je suis très touché par ce que tu nous partages là, c'est chouette. Merci. Ça va droit au cœur là. Hmm. Hmm. La crainte la plus grande et la plus grande envie, c'est on a envie de dire qui on est, on a envie de montrer sa lumière, on a envie de montrer sa couleur, on a envie de l'assumer, de la gueuler. Et puis on n'a qu'une seule peur, c'est que déjà il y en ait pas, ou qu'elle soit moche, ou que les autres se mettent à rire quand on l'exprime, ou qu'on ne sache pas vraiment comment la propulser, l'incarner. euh. Et ça c'est de toute façon, enfin ce que je veux dire, c'est s'il y a un enjeu, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire que c'est important. Nos plus grandes peurs sont nos plus grandes envies. Tout dépend de quelle manière on les chope et de quel côté on les regarde en fait, finalement. Oui, absolument. Et là, le Ouais. centre du château, qui est c'est la première fois que j'utilise ce truc-là, mais en fait, ça va bien avec le royaume intérieur, tu vois. Donc du coup, c'est venu comme ça, mais le centre du château, là, ouais, il est au centre de notre discussion et j'en suis vraiment très heureux. Oui, moi aussi, je la trouve tellement belle et pertinente. Et pour moi, ouais, si je nourris encore cette image du château, tu vois, avec, il y a cette notion de garde qui sont là. Et à l'intérieur, il y a comme, au centre, il y a comme le soi qui est cela qu'on n'est peut-être pas et qui est cet espace qui peut tout accueillir, en fait, et qui est notre essence et qui est créative, compassion, voilà, qui est clarté, discernement, etc. C'est de l'espace en fait. Et je visualisais qu'à l'intérieur de ce château, il y avait plein de pièces où étaient enfermées plein de petites parts en fait qui sont là, qui ont peur et qui attendent leur heure ou qui attendent même plus, qui sont toutes seules, il fait froid et que dans le chemin pour aller rencontrer ce soi, bah, il y a aussi voilà toutes ces parts tellement jeunes, tellement voilà démunies qui sont là et voilà, j'étais avec ça. Hmm. Ça en fait du monde. Mais je pense que voilà ce qu'on évoque, justement, ça permet aussi aux gens qui nous écoutent, et pour peu que bah, ça les intéresse et qu'ils y soient sensibles, parce que moi je suis touché, mais ça veut pas dire que tout le monde est touché à cet endroit-là en ce moment. Mais je me dis, pour les personnes chez qui ça touche, je pense que il y a comme des frémissements du peuple, du royaume intérieur, là, qui peuvent émerger juste à l'évocation de, de ce qu'on est en train d'échanger. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que moi j'ai vraiment cette sensation que quand on parle un peu tu vois comme quand des adultes sont en train de parler, il y a des enfants et qu'on parle d'eux, ils continuent à jouer, mais ils ont l'oreille tendue et ils savent qu'on est en train de parler d'eux. Et si on dit des choses belles ou si on dit des choses qui portent de l'espoir, genre ah, on va peut-être aller en vacances à Disneyland, ça fait un espèce de truc genre ah ouais, on parle trop bien. Et que du coup ça me fait un petit truc comme ça et c'est très joyeux quoi. Ou au moins ça fait un ah on sait que j'existe quoi et c'est bon quoi rien que de savoir parce que j'ai été oubliée, j'étais mis au cachot tellement loin que je croyais que jamais j'allais être rejoint. Elle est très juste cette image, chouette. Moi, je suis vraiment content de ça parce qu'en fait, si tu veux, c'est rigolo. Généralement,
pour expliquer une phase des fois qui est un peu difficile d'approche pour les gens, j'utilise l'image du conseil de classe qui est exactement l'inverse de ce que tu viens d'évoquer. C'est drôle, j'avais pas son inverse. C'est-à-dire que en gros, à des moments, les gens, quand on leur demande de se connecter à un être d'eux, ils commencent à parler pour lui. Comme on fait dans un conseil de classe où il y a le parent et le prof qui échangent, mais le gamin, il est là. Mais simplement, il n'est pas pris en considération puisqu'on parle de lui, mais on lui demande pas son avis et puis on n'a même pas conscience qu'il est là et qu'il reçoit le «Ah ouais, mais il faudrait qu'il fasse des efforts, oui, mais moi ce que je vous dis, c'est que de toute façon, bah voilà, il pourrait faire mieux, mais il en fout pas une, quoi. Bah oui, bah on est d'accord, hein, il va falloir qu'il se concentre et tout ça». Et lui, on lui parle pas. Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi ça, c'est si difficile pour toi d'ouvrir ton livre quand tu rentres de classe? Est-ce que ça a du sens, ce qui t'est transmis? Et donc, du coup, tu viens de mettre l'inverse, c'est-à-dire que l'enfant qui entend qu'il fait partie de la vie des autres êtres de la famille et que on prend une décision peut-être sans le consulter, mais c'est que il y a du cœur dans on va partir en vacances dans tel endroit et on le prend en considération en l'incluant dans ce projet, mais qui est pas encore tout à fait mis. Donc, je trouve ça joyeux. Je savais pas qu'il y avait un pendant à ça. Merci. Merci, c'est joli comme tu le dis. À la fois, je crois que j'ai une nuance à apporter, c'est que quand je Mhm. disais le truc des vacances et tout ça, euh, je parlais de ce qui se vivait là, du fait que toi et moi on en parle et Oui. que tu pourrais imaginer que des gens puissent, le peuple des gens voilà, de leur monde intérieur puisse se dire, ah, se sentir considéré. Et je l'évoquais par rapport à ça. Oui. Mais pour moi, euh, il est essentiel d'adresser la question que tu nommes du conseil de classe, que en général, on passe notre vie à pas prendre en considération effectivement l'enfant qui est là et que on se raconte l'histoire que c'est pour son bien. Et on se dit, ah, c'est fait avec amour, c'est parce que je t'aime, mon chéri, Mhm. que je fais ça. Et non, en fait, genre, non, il est temps pour qu'il y ait de la fluidité et quelque chose qui se remette en mouvement, il est temps de faire parler cet enfant, en fait. Et là, je te rejoins à 100%. Donc, c'est plus par rapport au fait de la discussion qu'on était en train d'avoir que Mais peut-être qu'il y a... j'avais bien compris, j'ai juste, D'accord. j'ai arborescé. Oui, c'est Donc très bien que tu j'étais arboresces. avec toi, j'étais Oui, avec toi, et puis je suis parti dans ma résonance, sans autre forme de procès. Donc j'ai pas été très précis de là d'où je partais. non, mais c'est Euh, très bien. Mais on c'est s'est du coup, compris. c'est important pour moi de nommer. Merci. Du coup, il y a une autre notion aussi qui est en vogue en ce moment et qui m'interroge, et je te pose la question à dessein, puisqu'il y a, il y a vraiment, dans cette approche qui est la tienne, j'imagine, une réponse qui n'est pas celle habituelle. C'est le concept d'auto-sabotage. Est-ce que, pour toi, une part de nous peut réellement nous vouloir du mal? Alors, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, toutes nos parts ont une bonne intention. C'est juste que la façon dont elles s'y prennent pour essayer de nous protéger ou de prendre soin de nous n'est pas en harmonie avec ce que nous, on souhaiterait peut-être pour nous ou de ce qu'on estime en harmonie avec les lois de la vie. Mais toutes les parts sont bien intentionnées de mon vécu, de mon expérience. Quand tu parles d'auto-sabotage, pour moi, c'est un peu comme la même question par rapport à la culpabilité. Quelle est la pertinence de l'auto-sabotage? Eh bien, même si on a des espaces de nous qui aimeraient qu'on arrive à faire ce qu'on se dit qu'on va faire, ou nos projets, ou que les choses se réalisent, ou aller au bout de quelque chose, si ça ne se fait pas, ça veut dire qu'il y a des parts qui estiment que c'est dangereux ou que c'est une beaucoup meilleure idée de ne pas le faire que de le faire. Mais que tant qu'on ne prend pas le temps de venir à l'écoute de cette part qui empêche et qu'on est en violence contre cette part en voulant, déjà en se blâmant, en se disant qu'on est nul, etc., parce on se sabote alors qu'on a tout pour être heureux ou pour faire ou pour là. Mais si on arrive à être dans cet espace un petit peu au moins de souveraineté intérieure, du centre, qui se dit, ok, avec la curiosité, genre, tiens, comment ça se fait? Pourquoi c'est important pour toi que je ne fasse pas ça? Et là, juste on attend de voir qu'est-ce que ça répond. Et je dis juste,
et je mets des grands guillemets parce que parfois c'est très difficile de faire ça tout seul. Parfois on a besoin d'un accompagnant, surtout quand c'est des thématiques difficiles ou récurrentes, parce que on est mélangé avec ses parts. On se sent être ses parts. Donc si on se questionne soi-même, ça fait un peu comment ça, je me demande à moi-même. Et mais voilà, c'est de venir questionner, tiens, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Comment ça se fait? Pourquoi tu fais ça? Et voir quelle est la réponse. Et juste pour compléter, par rapport à cette question, est-ce qu'il y a des parts qui peuvent être mal intentionnées? J'irais jusqu'à dire, on a des parts de nous que dans le modèle de l'IFS, on appelle les pompiers. Les pompiers, ce sont les parts de nous qui s'activent quand il y a comme des bouffées de souffrance ou une menace de survenue de charges traumatiques ou de gros mal-être ou de difficultés. Et ce sont typiquement les parts qui nous amènent à avoir toutes les addictions. Donc, quand notre monde intérieur, il sent que wow, là, c'est compliqué, je me sens submergée, bah, je vais aller me ruer dans mon frigo ou dans mon placard et je vais le dévaliser, par exemple. Ou je vais prendre mon téléphone et je vais aller scroller pendant des heures sur un réseau social. Ou alors, je vais aller m'occuper de mes enfants, ou je vais faire du ménage, ou je vais m'occuper pour me distraire, ou alors fumer, boire, manger pour anesthésier la sensation. Et on a des pompiers qui sont très extrêmes, qui peuvent nous amener à faire des comportements à risque, comme par exemple, se automutiler, avoir une dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux, à la pornographie, que sais-je. Et toutes ces parts, quand on vient les questionner, et on pourrait se dire, mais ces parts, elles me détruisent ma vie, en fait, elles m'amènent à la mort. Voir les parts qui me disent, au pire du pire, si c'est trop dur, j'éteins la prise, je débranche et je me suicide. Même les parts qui disent, qui commencent à songer, qui se disent bon, peut-être que la mort, ça serait pas une si mauvaise idée, qui nous font avoir des idées noires, etc. Même ces parts-là, quand on les interroge, elles disent mais c'est la porte de sortie ultime en fait. Comme ça, je vais plus souffrir. Comme ça sera fini. Et même si on peut se dire, ben oui, mais je vais faire souffrir les autres, etc. Mais ces parts sont très jeunes, en fait. Elles ne sont pas au contact du monde et de tout le reste et de nos responsabilités, etc. Non, elles sont juste avec une dimension où quand c'est trop, c'est trop. Et je préfère m'injecter de l'héroïne que de sentir ça parce que juste, je suis en train de mourir, en fait. Et donc, même ces parts-là, qui de prime abord paraissent totalement destructives et peuvent détruire notre vie, aller jusqu'au suicide, mais même ces parts-là, elles veulent quelque chose de protection ou de survie pour nous. Merci d'envoyer ça avec autant de force, avec autant d'énergie. Je pense que ça peut parler, ça parle au cœur directement. C'est pas, y a pas de détour là. Mm. Hmm. Que dire après ça? Que dire après ça? Non, je pense que c'est intéressant et c'est important de voir. Là, ce que tu as fait, c'est que tu as pu rejoindre des parts qui éventuellement envisagent la mort comme quelque chose de souhaitable pour arrêter la souffrance. Alors que bien souvent, dans ces moments-là, quand il y a quelqu'un qui va nous dire je vais pas bien, on va plutôt essayer de le dissuader d'avoir ces pensées-là. Et je pense qu'il y a un pouvoir dans être avec. Évidemment, vous amusez pas à le faire si c'est pas votre élan. Et puis laissez faire les personnes qui sont spécialisées et professionnelles sur la question. Mais je pense que c'est rare qu'on puisse proposer à quelqu'un qui a ces pensées-là de lui dire ok, je suis avec toi à cet endroit-là, parce que ça existe chez toi. Oui. Avec en plus la curiosité de qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire, cette part. C'est quoi qu'elle vit en fait. C'est quoi qu'elle est en train de protéger. Et juste dire ok, ah oui. Et après, on peut bien sûr venir en soutien à ces parts, mais d'abord c'est oui. Oui, c'est
c'est terrible ce que tu vis. Sinon, tu serais pas là, en fait. Pour moi, la vie, et c'est ça, avec ça, on peut suivre, en fait. Pour moi, la vie est tellement intelligente, qu'elle ne mettrait pas ça en place si c'était pas intelligent, en fait. Donc, c'est comme, ok, je me relie à l'intelligence de la vie qui est là, qui se cherche, même à travers la mort. Quelque chose qui cherche à prendre soin, à protéger, même des façons les plus folles et extrêmes. C'est très fort là, ce qui se Mm. passe. Comment tu te sens toi? Mm. Je me sens très connectée avec toi et avec le moment et dans des espaces profonds. Ouais. Hmm. C'est réciproque, merci. Mm.